Je vous remercie pour votre invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Il me revient alors la difficile tâche d'intervenir dans un débat passionné après des interlocuteurs de très haut niveau pour un regard extrêmement pragmatique qui est celui des policiers. Alors vous en avez entendu un ce matin qui, je crois, vous a dépeint ce qu'était la réalité de la délinquance des mineurs. Nous concevons notre action comme une action qui participe effectivement à une logique de chaîne, parce que la réponse à la délinquance, et plus spécifiquement sur la délinquance des mineurs, mobilise un certain nombre d'acteurs. Et je salue d'ailleurs M. Carton, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'Institut national de la justice et de la sécurité, et on se rejoint sur un certain nombre de constats, et je pense que nos contributions pourront se faire en écho. Notre velléité n'est pas d'opposer policiers, magistrats et autres acteurs d'ailleurs des problématiques de résolution de la délinquance des mineurs, convaincus que nous sommes que chacun doit avoir son rôle à jouer, mais convaincus que nous sommes aussi que nous devons tous tendre au même objectif, même si nous avons effectivement, par nature, au regard de nos missions, probablement des sensibilités un petit peu différentes. Mais le sujet est suffisamment grave pour qu'on ne se laisse pas emporter par notre idéologie. Et c'est probablement un petit peu le terrain faible et le maillon faible sur lequel nous avons pu avoir des divergences, police, justice, protection judiciaire de la jeunesse notamment, parce que nous identifions nos rôles de manière différente et séparée. La police dans l'arrestation et dans la sanction, la magistrature dans le jugement, et je schématise un peu, et je m'excuse d'ailleurs d'être sur une approche peut-être un peu réductrice, mais bien évidemment on pourra le compléter autant que nécessaire le cas échéant, et la protection judiciaire de la jeunesse dans la logique d'éducation. Probablement parce que tout ça s'est construit effectivement sur l'ordonnance de 45 dont on a beaucoup parlé, et je ne résiste jamais à lire le préambule de l'ordonnance. Alors j'espère que ça n'a pas déjà été fait ce matin, auquel cas je m'en excuse. Non, alors ça veut dire que ce sera utile. Le préambule est extrêmement intéressant dans ce qu'il résume l'esprit de ce qu'est ce texte. Le préambule, c'est: il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d'ordre matériel et moral qu'elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Le gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. Ils ne pourront faire l'objet que de mesures de protection, d'éducation et de réforme en vertu d'un régime d'irresponsabilité pénale qui n'est susceptible de dérogation qu'à titre exceptionnel et par décision motivée. Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises depuis le début de l'après-midi. La France de 45 n'est plus celle d'aujourd'hui, et les enfants de 45 ne sont plus ceux d'aujourd'hui, et les mineurs délinquants de 45 ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et force est de constater qu'il nous est imposé, je pense que nous avons un devoir, c'est de dépasser ces réalités-là, de dépasser les balanciers idéologiques qui ont pu être présents, pour tous être mobilisés sur un enjeu pragmatique, qui est d'apporter une réponse qui doit prendre en compte la nécessité et l'obligation de protéger la société. Parce qu'on ne peut pas, en traitant la question de la délinquance des mineurs, négliger la nécessité de protéger. Et c'est souvent ce vers quoi tendent les policiers. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce pourquoi nous nous sommes mobilisés le 14 octobre dernier. Non pas dans la volonté d'opposer justice et police, parce qu'une fois encore, l'un sans l'autre, on n'est plus rien. Et notre État n'est rien. Mais tout simplement parce que l'un sans l'autre, on est impuissant. Et nous refusions d'accepter le principe de l'impuissance publique. Et finalement, sur ce débat passionnel qui est celui des réponses pénales ou des réponses éducatives à apporter à la délinquance des mineurs, il y en a un globalement qui fait quand même plutôt l'unanimité, c'est la nécessité de trouver une meilleure efficacité dans le rendu des peines. Et c'est d'ailleurs un des rares points de consensus aujourd'hui. Il mérite d'être signalé, il mérite, je crois, d'être travaillé. Qu'il s'agisse des policiers, qu'il s'agisse des gendarmes, qu'il s'agisse des magistrats, qu'il s'agisse des acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, tous globalement sont sur la même longueur d'onde. La lenteur de la réponse judiciaire est aujourd'hui considérée comme un des pires maux de la gestion de la délinquance des mineurs. A fortiori, alors c'est un mal, pardon, je suis désolée, la grippe m'intéressait il y a peu, je m'en remets difficilement. C'est un mal pour toute la chaîne
de la réponse judiciaire. C'est un mal particulier pour les mineurs, dès lors qu'on s'adresse à des enfants ou à des délinquants, à des mineurs qui ne sont pas encore pleinement conscients de leurs devoirs et de leur pleine responsabilité. Et c'est un moment où le temps fait des dégâts et où le retard dans une réponse fait d'autant plus de dégâts. La lenteur est aussi d'ailleurs source de nombreuses incompréhensions de la part du grand public et elle peut vite être instrumentalisée, ça a été évoqué tout à l'heure. La lenteur d'une réponse alimente l'image d'une justice laxiste et qui libère les délinquants, phrase qu'on entend trop régulièrement dans la bouche de personnalités diverses et variées. Alors, c'est un chantier évidemment laborieux, colossal, que de revoir toute l'administration de la justice, parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Mais je pense que le sujet qu'on évoque, et les mineurs délinquants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, c'est la société de demain qu'on construit. Et c'est un sujet absolument majeur pour qu'il mérite toutes nos attentions. Et face à une autorité parentale de plus en plus contestée, l'autorité de la loi, selon nous, ne peut être que là. Elle ne doit pas se faire attendre. Une peine ne peut pas l'être que sur le papier. Elle doit être concrète, elle doit être effective. Sinon, le sentiment d'impunité évoqué par d'innombrables professionnels au sujet des mineurs délinquants, notamment ceux qui sont multiréitérants, multirécidivistes, qui sont-ils? Ce sont ces mineurs qui s'inscrivent dans la répétition d'actes délinquants. Volontairement, je ne ciblerai pas mon propos sur l'acte isolé parce que je considère aussi, et nous considérons qu'il peut être du parcours d'un enfant ou du parcours d'un adolescent de faire une bêtise, de commettre un acte transgressif. Je ne le considère pas grave dès lors qu'il ne génère pas de victimes. Donc là, alors qu'il ne génère pas de victimes, je m'entends, il ne s'agit pas des actes de violence volontaire, pas des actes d'agression sexuelle qui sont des actes déjà gravissimes quand on s'en prend à l'autre et qu'on le nie dans son altérité. Mais là, j'imagine plutôt la bêtise, la dégradation qui parfois peut être le résultat, une fois encore, de l'imbécilité qui peut traduire un manque de maturité plutôt que de l'inscription dans une délinquance d'habitude. Et l'impunité, c'est, je crois, ce qui est le terreau le pire aujourd'hui dans la multiplication des actes délinquants et dans la réitération, et notamment parce que dans le temps de réponse, on observe, et les policiers comme les magistrats l'observent, on observe une multiplication de faits avant qu'une première réponse arrive. Et c'est pour ça que le temps de la réponse est déterminant, puisque la multiplication de faits peut parfois être la conséquence du fait que l'auteur, le mineur, l'enfant ou l'adolescent n'a pas identifié le fait que la commission de l'acte est un acte grave et que la transgression, la commission d'un fait est un acte grave. Donc un point majeur pour nous, c'est la réalité d'une réponse certaine et d'une réponse rapide. Dire cela pourrait être vu comme une posture réactionnaire et purement répressive, mais ça ne s'arrête pas là. Pour moi, il y en va, et pour les policiers, il en va de la crédibilité et de la logique de notre justice dans son ensemble, bien au-delà des postures idéologiques et politiques. Il s'agit en ligne de mire de répondre à d'évidentes questions d'ordre public, mais aussi dans un deuxième temps, et qui ne saurait attendre lui non plus, d'offrir un meilleur suivi éducatif aux jeunes délinquants. Parce que là aussi, nous ne souhaitons pas être dans une posture réactionnaire qui serait de dire on se contente de punir, on se contente de réprimer, on se préoccupe peu de la logique de l'éducation, de la logique de la formation, de la logique de la réparation. Nous sommes policiers, partisans d'une approche globale dans son ensemble qui associe acteurs judiciaires traditionnels, policiers, magistrats, mais aussi acteurs de l'administration pénitentiaire et de la PJJ qui associent donc dans une approche globale. Il s'agit, selon nous, d'éviter un écueil majeur, car il n'est pas rare aujourd'hui encore d'entendre des juges pour enfants revendiquer le besoin de prendre du temps. Le but avancé, alors qui peut être louable et légitime, qui serait celui de faire en sorte, en travaillant avec le parquet, en travaillant avec les éducateurs, avant qu'une peine ne soit prononcée, que ces jeunes soient, entre-temps, après la commission de l'acte, soient sortis de leur parcours délinquant. La peine prendrait alors en compte l'évolution de ces mineurs, du chemin parcouru depuis les faits commis. Le tribunal pourrait alors, dans sa décision, tenir compte de ce que le jeune est devenu, comme si le temps ne pouvait finalement qu'avoir une vertu, celle d'apaiser ces mineurs délinquants. Le temps, finalement, ne pourrait faire que du bien. Ce point de vue semble aujourd'hui obsolète au regard de l'évolution de la délinquance et dans le portrait de la situation actuelle tel qu'il a été défini aujourd'hui et tel qu'il est aussi dressé par nombre d'acteurs de ce dossier. Si une peine n'est pas prononcée dans un laps de temps court, voire quasi immédiat, selon nous, nous nous exposons, de la part du mineur, qui est un suspect, qui est un délinquant, à un risque de récidive.
Si la peine survient 1 ou 2 ans après les faits commis, le mineur, s'il a depuis commis d'autres actes délictuels, n'aura parfois plus la moindre idée du pourquoi de sa présence devant un tribunal. Ce jour-là, il en arrivera même à trouver que c'était illégitime parce qu'il ne se souvient plus de quoi il relève. Et il se peut aussi que depuis les faits qui lui sont reprochés, il soit rentré dans le droit chemin, c'est ce qui d'ailleurs il faut souhaiter, et qu'alors là aussi il ne comprenne pas pourquoi les juges le sanctionnent, persuadés que n'ayant plus aucune nouvelle, la justice avait fini par abandonner les poursuites, dans une logique de droit à l'oubli. L'idée ici n'est pas d'être systématiquement sévère. Elle n'est pas non plus systématiquement d'ailleurs d'alourdir des peines d'ores et déjà prévues par le Code de procédure pénale qui bien souvent malheureusement sont fictives. L'idée tout simplement est d'avoir la certitude d'avoir une réponse. Notre conviction, c'est qu'une peine doit en premier lieu être effectivement prononcée et qu'elle doit dans un second temps l'être dans un temps beaucoup plus rapide qu'à l'heure actuelle. Il nous semble qu'au regard de la personnalité et de la fragilité naturelle d'un mineur, un délai de 4 mois maximum devrait être adéquat entre les faits commis et la sanction rendue. Un exemple très concret, un mineur de 14 ans qui serait interpellé, par exemple, en janvier pour avoir donné des coups à un individu, le juge devrait se prononcer sur une peine d'ici la fin du mois d'avril au plus tard. Ce laps de temps plus court, plus long, ne pourrait s'appliquer évidemment qu'aux dossiers qui nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire, nos dossiers dans lesquels les investigations plus longues doivent être menées. Là encore, ce n'est pas l'objectif d'aller vite. N'est pas non plus synonyme forcément de peine aveuglément sévère, ce n'est pas le sujet, mais il s'agit avant tout de dissuader. Dès lors qu'on n'envoie aucun message avant un temps long d'une gravité d'un fait, le risque est que le mineur, quel que soit le fait qu'il a commis, n'ait pas perçu l'atteinte à la société qu'il a réalisée, et que si on n'est pas dans une logique de fermeté à un moment ou à un autre, et la fermeté, une fois encore, ce n'est pas systématiquement l'enfermement, il y a un certain nombre de panels de mesures qui peuvent être apportées, c'est que la notion de transgression ne soit même pas comprise. Et qu'on ne soit pas en mesure, ce faisant, d'empêcher la continuité d'un parcours délinquant vers des faits de plus en plus graves. Et notre conviction est que plus quelqu'un est ancré dans la délinquance, plus il est difficile de l'en faire sortir s'il n'a pas identifié les fondamentaux du vivre ensemble et du respect des autres. C'est pour nous, donc finalement, et on pourra probablement en parler tout à l'heure avec M. Carton, c'est tout le processus de prise de décision qui doit être revu, qui doit être simplifié, qui doit être accéléré. La justice des mineurs ne peut pas aujourd'hui avoir recours, comme c'est le cas pour des majeurs en comparution immédiate, mais assurément, il pourrait probablement falloir s'en inspirer et s'en rapprocher. Il serait illusoire toutefois d'imaginer qu'un tel changement puisse se faire sans un renforcement sensible des moyens humains consacrés à la justice des mineurs et matériels pour l'accompagner et le mettre en œuvre. Cela passe évidemment par des améliorations au sein d'une institution judiciaire que l'on sait à bout de souffle, et nous sommes d'ailleurs les premiers à le regretter. Et il convient d'observer bien évidemment le nombre de magistrats, de greffiers qui restent dramatiquement bas dans notre pays dès lors qu'on compare ce qui se fait dans des pays étrangers. Dans un contexte budgétaire qu'on sait être extrêmement tendu, on pourrait imaginer que tout cela tient de la gageure et sans doute de l'utopie, mais il n'empêche, il en va selon nous de l'avenir d'une partie de notre jeunesse, souvent décrite par ceux qui y sont confrontés de manière quotidienne, comme de plus en plus violente et ancrée dans un rejet total et profond de toute forme d'autorité. Ça a été dit tout à l'heure par des acteurs. Alors, quelques pistes concrètes que nous avons souhaité explorer, notamment en faisant un diagnostic partagé, j'insiste, ce n'est pas uniquement la vision de commissaire de police, c'est la vision de commissaires de police, d'acteurs de l'administration pénitentiaire, d'acteurs de la magistrature, de juges pour enfants, mais aussi d'acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, donc d'acteurs qui idéologiquement, historiquement pourraient être marqués par une approche différentes, mais qui font quand même tous aujourd'hui le constat de la nécessité d'avancer ensemble vers des solutions concrètes. La récidive et notamment la multiplication des faits de délinquance par les mineurs se nourrissant manifestement et principalement de la lenteur de la réponse pénale, lenteur qui suscite l'émergence d'un réel sentiment d'impunité. Le remède relève en priorité de la rapidité et de l'effectivité de la sanction. Et beaucoup d'entre nous forment le souhait d'une sanction réelle, même modeste, une fois encore, on n'est pas dans la caricature dans l'enfermement à tout prix, même si nous assumons et revendiquons le fait que l'enfermement
ne doit pas être balayé parce qu'il est nombre de situations dans lesquelles malheureusement nous n'avons pas d'autre moyen de protéger la société. Et je rappelle quand même que nous avons un devoir de protection de la société et qu'il est incompréhensible qu'on n'ait pas parfois eu recours à certaines mesures quand on voit les dégâts humains que cause le maintien en liberté de certains. Mais même si, une fois encore, ce n'est pas la recherche pour chaque acteur, ça ne doit pas être écarté. Et pourquoi est-ce que l'enfermement, dans cette logique de protection, présente aussi un intérêt? C'est que parfois l'enfermement est aussi le moyen, le seul moyen de sortir un mineur d'un quartier, d'un environnement qu'on sait être nuisible pour lui-même. Et on a parlé tout à l'heure des phénomènes de quartier ou des phénomènes d'emprise ou de ces jeunes qui sont utilisés parfois à leur corps défendant pour les plus jeunes d'entre eux comme acteurs de chaînes pénales ou de sujets pénaux plus larges, les trafics divers et variés qui s'appuient sur l'impunité dont de fait bénéficient les jeunes. Le trafic de stupéfiants en est un excellent exemple. Le moyen de sortir les mineurs de ces situations suppose aussi de les enlever à leur environnement familial et de les enlever à leur quartier, de les enlever à l'influence des grands frères. Et donc parfois de les protéger en leur permettant d'avoir accès à autre chose que ce qui se présente aujourd'hui parfois en prison, avec un accompagnement pluridisciplinaire qui permette à la fois de faire comprendre quelle est la gravité de l'acte commis dans une logique de sanctionner, réparer, rééduquer et former pour préparer un jeune à redevenir un citoyen normal. On l'a dit, bien souvent les délais entre les délits et les sanctions sont tels que lorsque la réponse survient, elle perd de son sens. Et en conséquence, au lieu de faire naître chez le jeune condamné une réflexion, voire un amendement, une prise de conscience, plutôt salutaire, on les espère toujours comme ça, la sanction, elle génère à son tour incompréhension, voire sentiment d'injustice. C'est le monde à l'envers. On crée de l'injustice, on crée un sentiment d'injustice chez les gens qui finalement se voient juste appliquer une peine qui est prévue par le code pénal pour l'acte de transgression qu'ils ont commis. Il conviendrait donc, selon nous, au-delà de la seule question des moyens humains, mais de mieux organiser le travail. Et je rejoins ce qui a pu être dit tout à l'heure sur le fait qu'on poursuit parfois des objectifs différents et du coup, ce faisant, on épuise probablement des énergies. Et donc de mieux organiser le travail et les moyens consentis. La sanction du délit doit intervenir sous forme d'une réponse pénale effective rapide, car elle marque aussi un coup de semonce qui doit pouvoir être perçu comme brutal, je l'assume une fois encore. Quand on a commis un acte, qu'on se fait taper sur les doigts, on ne doit pas s'excuser d'avoir à taper sur les doigts. C'est un moyen de rappeler quand même qu'on a une société, on a une loi, on a tous consenti de notre liberté individuelle qu'on a remis entre les mains du législateur, qu'on a remis entre les mains de l'État, qu'on a remis entre les mains de la force publique, qui demeure la seule légitime régalienne à exercer une violence légitime. On en parle beaucoup dans l'état de droit et dans l'état d'urgence. C'est un autre sujet qui me vaut les foudres du syndicat de la magistrature. Mais il apparaît nécessaire que dans le même temps que cette sanction se mettent en place les voies et les moyens d'une prise en charge pluridisciplinaire, destinée à évaluer, à reformater, à suivre le jeune délinquant. Celui-ci et ce travail de pluridisciplinaire devront permettre déjà un premier travail d'évaluation qui pourrait permettre d'aider le juge des enfants dans le diagnostic. Parce que c'est aussi un constat qu'on fait, c'est que la justice n'a pas toujours les moyens d'être éclairée sur le profil de l'individu qui lui est déféré, et du coup juger, c'est un acte extrêmement compliqué, et juger, il faut avoir les moyens de le faire en ayant tous les tenants et les aboutissants, et c'est parfois incertain. Donc, à côté de la réponse pénale, à côté de la réponse pénale, il faut impérativement qu'on arrive à construire une réponse institutionnelle coordonnée qui fasse intervenir tous les gens qui peuvent être les acteurs de cette sanction et de cette réparation pour préparer le mineur, une fois qu'il sortira de ce qui sera attribué comme sanction, qu'elle soit une peine privative de liberté ou pas, mais le préparer à devenir un acteur et un acteur responsable et un acteur respectueux de la situation et de la société dans laquelle il évolue. Il faut observer qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ont été développées dans des pays étrangers. Je pense notamment au Canada, où on a pu voir prendre en charge des équipes un peu à l'image de dimensions communautaires ou de gens d'équipes qui associent des acteurs de la société civile, pas seulement des spécialistes judiciaires, mais au Canada, avec les prises en charge conjointes par un juge, un policier, un psychologue, un éducateur et un médecin, de manière à appréhender toute la diversité de la personnalité d'un mineur et y apporter des réponses. Préparer le mineur et l'enfant délinquant, l'adolescent, sur la prise de conscience des faits,
l'aveu de culpabilité, la reconnaissance de culpabilité, l'acceptation de la sanction, l'acceptation d'éventuelles mesures de réparation pénale pour qu'effectivement ce ne soit pas la croix et la bannière, pour en revenir à ce qui était dit tout à l'heure, sur la logique de réparation, que ce soit pas la croix et la bannière de faire exécuter une réparation. C'est aussi un outil de reconnaissance de la qualité de victime à l'autre et un outil de reconnaissance de l'altérité par le mineur qui, quand même, souvent, n'a pas conscience du fait que face à lui, il y a une victime, il y a un propriétaire de voiture qui, effectivement, parce que sa voiture a été incendiée, n'est plus en mesure d'aller travailler. Il y a une victime de coups qui, du fait des dommages qu'elle a subis, doit subir un traumatisme ou subit des victimes, enfin des violences physiques qui pourront la traumatiser à vie. Voilà, il y a cette conscience-là. Donc, nous, on avait réfléchi à 2 dispositifs. Un dispositif qui sera un dispositif un petit peu novateur, qui aurait vocation à autoriser cette rupture avec le milieu pour permettre la déclinaison de l'ensemble des outils et l'ensemble des mesures qui doivent reconstruire le schéma et le schéma d'un mineur en se réinsérant normalement. Et on avait appelé ça une maison d'accueil et de rupture citoyenne, qui avait l'avantage de tenir dans un acronyme qui était d'un prénom, une marque. Et un autre dispositif qui a existé, mais qui de fait n'est plus usité depuis 2013, notamment faute de fonds, qui est les EPID, les établissements publics d'insertion de la défense. Ce qu'on a appelé donc, la marque, la maison d'accueil et de rupture citoyenne, nous paraissait intéressante parce qu'elle permettait concomitamment et d'emblée la poursuite de plusieurs objectifs dès lors qu'un acte grave est imputé à un mineur. Il s'agit d'une atteinte aux biens avec violence, d'un trafic de stupéfiants, d'une atteinte sexuelle. Après la garde à vue et après la présentation à un juge, si des indices graves et concordants sont avérés, l'idée était de permettre à un juge de pouvoir ordonner, par ordonnance de placement provisoire, l'envoi d'un mineur dans cette structure pour un séjour assez court qui permette un diagnostic précis, 1 à 2 semaines. On n'est pas sur une logique d'enfermement, et on est sur une logique qui permette une rupture, pas l'éloignement avec le contexte de vie habituel, qui est un message qui exerce une contrainte sur le mineur en l'obligeant à vivre à un endroit qu'il n'a pas choisi, ce qui permettrait de lui signifier la gravité des faits commis, qui est une mesure privative de liberté pour un mineur qu'on imagine être potentiellement en liberté complète, notamment pour ceux qui ont des cadres parentaux les plus distendus. Mais une mesure privative de liberté qui, même momentanément, mais immédiatement, se voudra à la fois exemplaire et dissuasive. Ce temps de mise à l'écart permettrait aussi de se donner le temps nécessaire d'un diagnostic pluridisciplinaire étayé, permettant donc d'avoir un bilan psychologique précis du mineur, un bilan familial pour savoir si on a des forces ou des faiblesses du côté de la structure familiale, des éléments d'environnement. Et en établissant ensuite, dans le cas d'un dispositif qui resterait à la main du juge, une prise en charge qui soit de nature à traiter les difficultés identifiées. Et au-delà de la décision du juge, ce diagnostic serait l'assise unique sur laquelle fonder une prise en charge institutionnelle à inscrire dans la durée. Elle pourrait d'ailleurs s'inscrire dans la lignée des établissements de placement provisoire et d'observation d'orientation qui ont pu être créés à la suite du rapport Lachaud en avril 2011 sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, mais qui ont été supprimés au moment de l'alternance. Et en complément de ce dispositif existant, qui serait un dispositif avant jugement, il nous semble intéressant vraiment de remettre en usage le principe des établissements publics d'insertion de la défense. Et je raccourcis, je finis là-dessus, je fais très vite. Simplement parce qu'on avait observé, notamment en 2011, qu'ils ont donné des résultats plutôt intéressants. Je développerai ou je vous laisserai évidemment des éléments écrits pour savoir de quoi ils relèvent. Mais une chose est certaine, c'est qu'il nous paraissait notamment sur ces dispositifs qu'au-delà de la pure sanction qui passe par un enfermement qui abandonne le mineur et qui, à l'issue d'une peine, ressort en n'étant pas mieux soigné, ces dispositifs avaient l'avantage de répondre à l'enjeu qui est celui de la délinquance de mineurs, la sanction, la réparation, l'éducation et la formation. Je vous remercie. Merci beaucoup Céline Berton de votre intervention.